Les amis, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Les Manches Retroussées. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde une vidéo, un sujet en physique qui est particulier parce que ce n'est pas un sujet ce n'est pas une compétence qui est obligatoirement demandée aux étudiants, mais c'est un sujet de culture générale en physique, particulièrement en électronique. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le sujet sur l'origine même des nombres complexes en électronique. D'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'on utilise les nombres complexes en électronique et qu'est-ce que ça fait exactement dans les circuits électroniques. Vous avez souvent certainement entendu parler des impédances complexes ou même des impédances tout court. Pourquoi est-ce qu'on les utilise et puis comment est-ce que ça marche? On va voir que dans presque tous les domaines de la physique, on utilise toujours les nombres complexes, mais vous savez que les scientifiques aiment toujours simplifier la tâche. Alors, on ne peut pas introduire un domaine aussi complexe dans un domaine autant complexe, un domaine aussi complexe que les nombres complexes, dans un domaine aussi complexe que l'électronique, si ce n'était pas pour faciliter la tâche en ce qui concerne l'utilisation ou même la simplification des circuits électroniques. Alors, pour bien vous montrer ce que ça fait exactement dans les circuits électroniques, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui un circuit très simple, REC, résistance et condensateur, alimenté en série par un générateur de tension sinusoïdale, donc en régime forcé. Alors, ici, on aura notre générateur de tension qui va débiter une tension E de T, une résistance R, et puis un condensateur C. Les deux sont en série et on va se dire que le générateur de tension va débiter une tension E de T qui est égale à grande T ou alors E max cosinus d'oméga T. Vous voyez très bien que E de T c'est l'origine des phases, donc E de T n'est pas déphasé. Donc ici on se propose de déterminer l'équation de la charge au bord de notre condensateur dans le circuit électrique ici. Alors pour ce faire, donc, on va passer par la loi des mailles parce qu'en électronique, j'aime souvent le dire, l'électronique, la base de l'électronique, c'est deux choses. La loi des mailles ou la loi des nœuds, les lois de Kirchhoff et la loi d'Ohm. C'est ça qui pose les jalons de l'électronique. Tout ce que vous ferez en électronique va passer toujours et toujours. Si vous avez affaire à un circuit linéaire, alors ces deux méthodes-là seront toujours les mieux appropriées pour travailler sur vos circuits. Alors ici, donc, je voudrais qu'on passe par la loi des mailles. Alors, on va même passer par la loi des mailles, ce n'est pas un peu, mais c'est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Donc ici, on aura la tension au borne de notre condensateur qu'on va appeler UC. Et là, on aura la tension au borne de notre résistance qu'on appelle UR. Et il y a un courant I de T qui est introduit dans notre circuit, I de petit t. Alors, ici, dans la loi des mailles nous dit quoi? En prenant ce sens-ci positif, on aura que E de T sera égal à R fois I de T, donc U, la tension au borne de la résistance, plus la tension au borne du condensateur qui est égale à Q de T divisé par C. Ici, ce qu'on cherche, c'est Q de T ou alors l'équation de la charge au borne de notre condensateur. Donc, on va remplacer I de T par sa valeur en charge. Parce qu'on sait que dans un circuit électronique ou même dans un simple dipôle, l'intensité du courant est toujours la différentielle de la charge par rapport au temps. Donc ici, on aura que E de T est égal à R dQ de T sur dt plus Q de T sur C. Là, on va essayer de décrire un peu mieux notre équation parce que là, on a déjà trouvé l'équation qui régit la distribution de la charge au bord de notre condensateur. On la réécrit juste, on aura que dQ sur dt, dQ de T sur dt plus 1 sur RC fois Q de T est égal à E de T divisé par R. Là, on obtient une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec un second membre. Donc ici, on sait que dans la théorie des équations différentielles, pour résoudre une équation différentielle telle qu'on l'a sous les yeux, la résolution de cette équation-là va nous donner une solution particulière plus une solution homogène. La solution homogène donc, sera déterminée avec l'équation sans second membre et puis la solution particulière sera déterminée avec le second membre. Donc ici, on peut dire que Q de T, Q total de T sera égal à la solution particulière ou la solution homogène QH de T, appelons-la comme ça, plus la solution particulière QP de T. Donc, QH de T, qui est la solution homogène, est donnée par quoi? QH de T est donnée par une constante pour exponentielle de moins T sur taux. Ici, on sait que taux, c'est une pulsation propre, qui est encore la pulsation propre du circuit électronique.
Donc ici, taux sera égal à RC. RC, on voit très bien que RC, quand on fait un peu d'analyse dimensionnelle, on voit que RC a la dimension d'une seconde, d'un temps caractéristique. Donc, ici, on voit très bien que notre taux est un temps caractéristique, donc c'est une pulsation. Et même qu'il y ait la pulsation propre du circuit. Donc, le circuit va osciller à cette fréquence-là. Maintenant, donc, la solution particulière, QP sera prise de telle sorte que elle sera égale à Qmax cosinus de oméga t. Ici, cette fois-ci, on aura un déphasage qu'on va appeler phi q. Donc, la solution totale QT, Q de t, c'est K fois exponentielle. Ici, K est bien sûr un nombre réel. K fois exponentielle de moins t sur taux, plus Qmax cosinus de oméga t plus phi q. Ici, donc, ce qu'on doit remarquer, c'est que ce que vous devez remarquer ici, c'est que QH de t, c'est une solution homogène. Bien sûr, on l'a déjà dit. Mais c'est aussi une solution qu'on appelle encore solution transitoire. La particularité de cette partie-ci de notre équation est que c'est une solution transitoire. Et ici, c'est un régime, ou alors un régime transitoire, et ici, c'est un régime permanent. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que quand on observe cette exponentielle, si on voit que ça évolue en moins t sur quelque chose, une exponentielle qui évolue en moins t sur quelque chose, c'est une exponentielle qui va s'annuler très rapidement. À partir du moment où le temps va aller un peu plus loin, directement cette exponentielle va tendre vers 0. Donc, et en mathématiques, on sait que ce temps-ci doit tendre vers l'infini pour que cette exponentielle s'annule. Mais en physique, en électronique surtout, on n'a pas besoin d'attendre l'infini. L'infini de la maths n'est pas l'infini de l'électronique. En électronique, le temps caractéristique ici pour que l'exponentielle s'annule, c'est à peu près de l'ordre de 5 secondes. Donc, quand le temps va atteindre l'ordre de 5 secondes, cette exponentielle va tendre très rapidement vers 0. Voilà pourquoi, lorsqu'on cherche une équation ou une solution de Q de t en régime permanent, parce que c'est justement, doit prendre tout le sens de ce nom-là. Le régime transitoire ici, c'est un transit juste que le circuit va faire passer par cette solution-ci et celle-ci. Mais dès que le temps va aller un peu plus loin, il n'y aura que cette solution-ci qui va rester parce que cette exponentielle va tendre très vite vers 0. Donc, on aura donc que Q de t sera égal à Qmax cosinus oméga t plus phi. C'est la réponse, ou alors c'est la solution, ou alors c'est la charge du condensateur en régime permanent. Maintenant qu'on a écrit ça, donc, en fait, c'est à peu près là qu'on s'arrêtait lorsqu'on faisait terminal. Quand on nous demandait de résoudre cette équation-ci, cette équation différentielle-ci, on arrivait là et puis on disait qu'on a terminé. On a que Q est égal à Q max cosinus oméga t plus phi. Mais à notre niveau, on ne peut plus s'arrêter là. Ce qu'il faut donc faire maintenant, c'est déterminer Q max, qui est l'amplitude de la charge, et phi q, qui est le déphasage de la charge par rapport à la force électromotrice de notre circuit. Comment donc le faire? C'est donc là où l'importance des nombres complexes apparaît en électronique. Ici, on voit que c'est un peu compliqué de déterminer Qmax et phi q comme cela. Ça, c'est bien sûr, ça c'est un nombre réel. Qmax est un nombre réel, phi q est un nombre réel. Donc, pour déterminer cela, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans les nombres complexes. On va remplacer cette grandeur réelle-ci par une grandeur complexe. Comment on fait cela? La première des choses, c'est que pour dire en électronique, en physique, quand on travaille avec les nombres complexes, on met une barre. Donc, on va dire QT, Q de t, la barre est en bas. En maths, bien sûr, la barre des nombres complexes est en haut et ça détermine un complexe conjugué, mais en physique, la barre est en bas et ça montre juste qu'on travaille dans les nombres complexes. C'est donc égal, ça sera égal à Q max, toujours, exponentielle de J oméga t plus phi q. Voilà à peu près à quoi correspond le nombre complexe Q de t, qui est Q max exponentielle J oméga t plus phi q. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si on parvient à déterminer le nombre complexe Q de t bar, alors on va déterminer Qt réel en faisant quoi? En prenant juste la partie réelle de cette quantité-ci. Maintenant, donc, on a essayé un peu de développer cette parenthèse ici. On aura donc Q max exponentielle J phi Q exponentielle J oméga t. On a donc cela. Ce qu'on remarque donc, c'est que cette partie-ci ne dépend pas du temps. Donc, on appelle encore cela, cette partie-ci, une grandeur complexe associée à notre nombre complexe. Donc, ici, on a Q de t bar, qui est la grandeur complexe. Ici, on a l'amplitude complexe, en fait. Donc, on appelle ça encore grand QM exponentielle J oméga t. Donc, ça, c'est une amplitude complexe. Pourquoi c'est une amplitude? Parce qu'elle ne dépend pas du temps. Ici, c'est la valeur la plus haute possible qu'on peut avoir en travaillant sur les nombres complexes. À partir du moment où on a cela, donc, on sait que si on parvient à déterminer l'amplitude complexe Qmax
alors on aura gagné. Pourquoi? Parce que l'amplitude complexe est composée de la grandeur réelle, de l'amplitude réelle et du déphasage réel. Donc si on parvient à déterminer l'amplitude complexe, on aura déterminé la grandeur, l'amplitude réelle et le déphasage réel. Donc attelons-nous donc à déterminer cette grandeur complexe-ci qui est l'amplitude complexe. Pour faire donc cela, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme mon prof le disait si bien, on va plonger toute cette équation-ci dans les nombres complexes. Donc l'équation différentielle de l'évolution de la charge au point de notre circuit électrique ou de notre condensateur, on va la plonger directement dans les nombres complexes. Comment est-ce qu'on fait cela donc? On réécrit, on appelle cette équation, c'est l'équation 1. Et on va la réécrire dans les nombres complexes. Donc 1 dans les nombres complexes nous donne quoi? Nous donne que ça, on aura plutôt affaire à dq bar de t sur dt plus 1 sur RC q bar de t égale à E bar de t sur R. Donc en fait, on ne met pas le nom, on ne dit pas que 1 sur R c'est un nombre complexe parce qu'on sait que c'est un nombre réel. Un nombre réel est toujours un complexe, on ne le gère pas trop. Maintenant, nous on a écrit ces nombres ici dans les nombres complexes, remplaçons-les donc par leur valeur. Q bar donc, ça sera D quoi? D sur dt de quoi? De Q bar. Q bar en fait c'est Q max bar, qui est l'amplitude complexe, fois exponentielle de J oméga t. En fait, vous allez voir tout à l'heure à quoi est-ce que ça sert de remplacer ces nombres-là par des nombres complexes. Plus 1 sur RC, Q bar. Q bar c'est Q max bar, exponentielle de J oméga t. Égal, et E bar, on ne va pas dire au départ, mais quand on remplace ce E-ci par un nombre complexe, il devient E bar de t, qui est égal à E exponentielle J oméga t. Tout simplement. Ici, il n'y aura plus de déphasage parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'origine des phases. Et à partir du moment où on a la valeur complexe, ou alors la grandeur complexe de la force électromotrice, pour déterminer la grandeur réelle, on prend juste la partie réelle de notre grandeur complexe. Ce n'est pas très compliqué. Ici, donc, on remplace la grandeur complexe par son équivalent. Son équivalent, donc, c'était grand E sur R exponentielle J oméga t. Donc, à partir du moment où on a cela, on peut, c'est très naturel. Ici, on doit donc dériver cette quantité-ci. Et là où la force de cette façon de faire s'y arrive, c'est que lorsqu'on veut dériver un exponentiel, la dérivée d'un exponentiel est très simple. Ici, on veut dériver ceci. On voit que Q max ne dépend pas du temps. Là, Q max, c'est Q max exponentielle J phi Q. Donc, puisqu'il ne dépend pas du temps, on peut le sortir de la dérivée et dériver juste exponentielle J oméga t. On se rend donc compte que ça donne J oméga Q max bar fois exponentielle J oméga t. Ici, on n'a rien à faire, on recopie juste 1 sur RC Q max bar exponentielle J oméga t égale à E sur R exponentielle J oméga t. Alors, à partir du moment où on a écrit cette ligne-ci, ça devient très simple. Ici, on peut juste simplifier l'exponentielle J oméga t et on se retrouve avec l'équation J oméga Q max bar plus 1 sur RC Q max bar égale à E sur R. Et là, puisqu'on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? En fait, on veut Q max bar, donc on doit tirer Q max bar dans cette équation-ci. Donc Q max bar revient donc à être égal à EC, je parle un peu vite là, mais il faut faire ce calcul si ce n'est pas très compliqué, sur 1 plus JRC oméga. Le plus important ici, quand vous arrivez là, le plus important est de se rendre compte que ici, on a une capacité ou alors une charge. Et sa dimension, c'est la dimension d'une capacité. Et là aussi, de ce côté, si on voit que les groupements 1 en JRC oméga sont sans dimension, 1 est sans dimension, E est sans dimension, puisque c'est la valeur maximale de notre force électromotrice, et C, c'est une charge. Donc, on voit très bien que cette partie-ci de l'égalité a la même dimension que cette partie-ci de l'égalité. Donc, on est arrivé à un très bon niveau, on a bien travaillé. Alors, à partir du moment où on a trouvé la valeur de Q max bar, parce qu'il ne faut pas oublier là, c'est qu'on veut, là d'où on vient. On vient d'ici. On veut déterminer Q max et phi Q. En voulant déterminer Q max et phi Q, on se rend donc compte que si on parvient à déterminer Q bar, alors on aura déterminé Q max et phi Q juste en prenant le module de Q max et l'argument de Q max. Donc le Q max sera égal au module de Q bar et phi Q sera égal au module et à l'argument de Q bar. Donc prenons donc le module. Le module ici c'est Q bar, c'est Q max, pardon. C'est l'argument ou alors le module de Q bar qui est encore égal au module de EC divisé par 1 sur JS, 1 sur 1 plus J, divisé par 1 plus JRC oméga.
Et là, le module, c'est simple. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc, on aura le quotient. Le module de EC divisé par le module de 1 plus JS oméga. Le module de 1 plus JS oméga, c'est la racine carrée de 1 au carré plus R de C de oméga 2. Qui est encore égal à EC sur la racine carrée de 1 plus RC oméga 2 au carré. Donc, on a trouvé Qmax. Ce qui est important de savoir ici, c'est que lorsqu'on a trouvé Qmax, on peut faire un petit exercice, un petit calcul c'est le calcul qui est celui de savoir est-ce que en faisant varier la fréquence dans le circuit, parce que je vous ai dit que sur cette chaîne, on va travailler beaucoup un peu plus sur les filtres linéaires à partir de maintenant. Si on fait varier la fréquence de notre circuit, qu'est-ce que ça va changer sur la valeur maximale de la charge au bord de notre circuit? C'est une question qu'on peut légitimement se poser et qui est intéressante à regarder. Si on fait varier la fréquence de notre GPF, de notre générateur basse fréquence, qu'est-ce que ça va nous donner en fonction de. Qu'est-ce que ça va nous donner au niveau de la charge de notre circuit? Essayons de regarder cela. On fait donc varier oméga et on regarde quelle incidence ça va avoir sur Qmax. Donc en faisant varier oméga, on fait par exemple tendre oméga vers 0. Donc on va prendre la limite de Qmax. Quand oméga tend vers 0, on voit très bien que ça nous donne juste EC. Donc ici, on a affaire à une asymptote horizontale en Qmax égale à EC. Et lorsqu'on fait varier Qmax, on prend une valeur très grande de oméga, qu'est-ce que ça nous donne? Donc quand oméga tend vers l'infini, on voit que ça va nous donner un réel sur l'infini qui vaut 0. Donc en fait, si on veut tracer un diagramme, ici en abscisse, on aura les fréquences. En ordonnée, on peut avoir Qmax. On voit qu'on aura en 0, quand oméga va valoir 0, on aura une asymptote horizontale qui est égale à EC. Et quand Qmax va tendre vers l'infini, on aura 0, une asymptote, en fait une branche hyperbolique. Donc on voit que la fréquence, ou alors la valeur de Qmax, va venir comme cela et qui va venir dormir sur la courbe. C'est un phénomène très intéressant parce qu'on se rend compte que lorsque la fréquence de notre générateur basse fréquence est très faible, lorsque la fréquence est faible, alors la réponse du circuit est très grande. Donc on a un Qmax qui est très grand. Et lorsque le générateur basse fréquence a une fréquence très faible, alors la réponse ou l'amplitude de notre circuit est très basse. Donc c'est un phénomène qui est très bien à regarder. Et c'est un phénomène même qui est très important dans le filtrage linéaire. En fait, même on est même déjà en train là de faire du filtrage linéaire. Maintenant, donc, on a déterminé Qmax. La prochaine étape est de déterminer φQ, qui est là. Maintenant, et pour déterminer φQ, on va tout juste prendre l'argument de notre Q bar. Donc, faisons ce petit travail-là. Donc, on cherche l'argument de φQ. On cherche l'argument de Qmax. Donc, φQ, ce sera l'argument de Qmax bar. Or, l'argument de Q bar, c'est l'argument de EC sur 1 plus JR sur oméga. L'argument d'un produit, c'est la différence des arguments, et l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments, et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc l'argument de EC sur 1 plus JR sur oméga, ça sera l'argument de E plus l'argument de C moins l'argument de 1 plus JR sur oméga. Ici, donc, on obtient un argument d'un nombre réel. Ici aussi, un argument d'un nombre réel. On voit que l'argument, on sait très bien que l'argument d'un nombre réel est égal à 0. Donc, on aura obtenu moins l'argument de 1 plus JR sur oméga. Ici, on sait très bien que lorsqu'on a l'argument de 1 plus JR sur oméga, ça sera égal. En fait, son argument, c'est l'arc tangent de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. Mais comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on voit pour arriver à ce niveau-là? On peut utiliser un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel nous dit que ici on aura la partie imaginaire, là on aura la partie réelle. Et il est important de savoir que l'argument d'un nombre complexe est encore l'argument de son complexe conjugué. Donc moins l'argument de 1 plus JS oméga, c'est l'argument de 1 moins JS oméga. Donc ici je peux placer directement 1 sur la partie réelle, donc je suppose que voilà 1. Et la partie complexe est moins R sur oméga. Donc ça descend en moins R sur oméga. Oui, ici c'est la partie réelle. Et là donc, on a l'angle qui est donné par phi. Appelons cet angle-ci phi. Et cet angle-ci donc, c'est le déphasage phi en fait qu'on cherche.
ce déphasage-ci, on peut le chercher avec toutes les méthodes qu'on connaît. On peut prendre la tangente, le cosinus ou le sinus. Bien sûr, toujours s'assurer que pour la tangente, on soit entre moins pi sur d et pi sur 2, parce que l'arc tangente est une fonction qui est comprise entre moins pi sur d et pi sur 2. Donc, si vous prenez mal la tangente, alors vous allez parfois vous retrouver dans des problèmes. Il y a des situations dans lesquelles l'arc tangente n'est pas possible. Mais ici, on voit très bien que l'arc tangente est possible parce qu'on est compris entre moins pi sur d et pi sur 2. Donc ici, phi q sera égal à moins l'arc tangente de... En fait, phi c'est la tangente de phi, c'est la partie réelle, la partie r c'est oméga sur 1. Donc en fait, l'arc tangente, phi sera juste moins arc tangente de r c'est oméga. Donc on a donc phi q qui est moins l'arc tangente de r c'est oméga. Le travail, on a fini notre exercice parce que la difficulté c'était, ou alors l'exercice, le but était de déterminer q de t. On a effacé q de t. Le but était de déterminer q de t qui est égal à q max cosinus de oméga t plus phi q. On a déterminé q max qui était le module, donc qui était EC sur racine carrée de 1 plus RC oméga au carré. Et on a déterminé phi q qui est moins l'arc tangente de RC oméga. On a même fait un petit travail sur le filtrage avec q max. Et on peut aussi se proposer de faire le même travail avec phi q. On voit, quand on fait varier la fréquence du générateur, on voit comment est-ce que le déphasage se comporte par rapport à E de t. Donc, essayons de le faire rapidement. On a donc phi q qui est égal à moins arc tangente de x oméga. Quand la limite de phi q, quand oméga tend vers 0, donc au basse fréquence, ça va nous donner qu'on aura arc tangente de 0, donc 0. Et la limite de phi q, quand oméga est très grand, donc haute fréquence, on aura quoi? On aura l'arc tangente de plus d'infini qui va donner pi sur 2. Avec le moins, on aura moins pi sur 2. Donc on peut tracer rapidement un diagramme. Ici on aura la fréquence, là on aura phi q. Là on aura phi. On voit très bien que ici on a une asymptote horizontale en 0, et là aussi on a une asymptote horizontale à moins pi sur 2. Donc ici c'est moins pi sur 2. Donc on voit que la fonction va venir comme ça et puis venir dormir sur la courbe, sur l'asymptote horizontale de moins pi sur 2. Donc c'est très important de le voir parce que en fait c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est du filtrage linéaire qu'on est en train de faire. Lorsque la fréquence du générateur est très faible, alors le déphasage est nul, carrément nul. Et lorsque la fréquence du générateur est très grande, le déphasage est de moins pi sur 2 par rapport à la phase de la tension du générateur basse fréquence. Donc, ça c'est la première partie de notre exercice. Mais vous voyez que ça nous a pris un temps assez long pour pouvoir arriver à cette formule, à la formule de tout à l'heure qui nous disait que Q max, on a effacé à la formule de tout à l'heure qui nous disait que Q max bar est égal à EC sur 1 plus JX oméga. Mais il y a une méthode suffisamment plus rapide. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que les nombres complexes dont on vient de voir là maintenant peuvent s'appliquer directement à notre circuit qu'on a ici. En faisant quoi? En remplaçant simplement les impédances et les tensions dans notre circuit par des impédances complexes et des tensions complexes. Comment est-ce que je vais le dire? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaillait avec les amplitudes complexes. Donc ici, on va essayer de travailler directement avec l'amplitude complexe de la tension au point du générateur, l'amplitude complexe du courant. Et cette amplitude complexe, on met toujours la barre en bas pour bien signifier qu'on est en train de travailler avec des nombres complexes. Et l'amplitude complexe de la tension au point du condensateur, l'amplitude complexe de la tension au point de la résistance. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est de refaire le même calcul et d'arriver beaucoup plus rapidement à la valeur de Q bar en passant par directement le circuit en lui-même. Comment faire donc cela? Pour faire cela, on sait qu'on cherche Q, donc qui est la capacité ou la charge au bord de notre condensateur. Ici, donc, on va utiliser une méthode qui est très commune aux physiciens ou aux électroniciens qu'on a vu sur la chaîne, le point diviseur de tension. Donc, on va chercher la tension au bord de UC. La tension au bord de UC sera donnée par quoi? En utilisant le point diviseur de tension, on va voir que la tension au bord de UC, qui est UC bar, toujours dans les nombres complexes et qui est valable avec les grandeurs réelles, est aussi valable avec les grandeurs complexes. C'est très important de le savoir. Donc, UC bar donc, sera égal à l'impédance au bord de notre condensateur, donc ZC,
divisé par l'impédance ZR plus ZC multiplié par la tension complexe. Donc ici aussi, ce sera des impédances complexes. La tension, la tension complexe au bord du GPS. Donc ici, ce qu'on cherche, il ne faut pas s'éloigner de ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est Q ou alors Q bar. Et on sait que UC bar est encore égal à Q bar ou alors grand Q bar si on veut, divisé par petit c. Donc on va remplacer UC par sa valeur. Donc on aura Q bar C sur C qui est égal à l'impédance complexe de la capacité qui est 1 sur J C oméga divisé par l'impédance complexe au compte de la résistance qui est R plus l'impédance complexe au compte de la capacité qui est 1 sur J C oméga multiplié par E. En fait, E c'est une grandeur réelle, donc on n'a plus besoin de mettre la barre des complexes en dessous. Donc ici, on aura donc Q bar sur C. Q bar sur C est égal, en réécrivant bien cette équation, si on obtient facilement E sur 1 plus JX oméga. Et ensuite, enfin, Q bar donc sera égal à E bar EC sur 1 plus JX oméga. Vous voyez que en 1, 2, 3, 4 lignes, on obtient rapidement le même résultat qu'on a fait pour obtenir ce résultat-ci en plusieurs lignes. En fait, ce qu'on a fait ici, c'était juste une démonstration. Comment est-ce qu'on utilisait les nombres complexes? Pourquoi est-ce que ça nous rendait la tâche suffisamment simple? Et à quoi est-ce que ça servait exactement? On s'est rendu donc compte que c'est un bon facilitateur de calcul. Ça nous permet d'arriver très rapidement au but, surtout avec cette façon-ci de travailler. Et ça nous permet de faire plein de choses. Vous voyez qu'on a fait même du filtrage linéaire dans notre circuit ou dans notre exercice. Donc, c'est un très bon exercice, c'est une très bonne façon de réfléchir et de voir les choses. Je me propose dans l'une des prochaines vidéos de faire ce même travail-ci, mais directement en partant très rapidement au but avec cette méthode-ci et dans un autre circuit électrique pour voir à peu près comment ça se passe lorsqu'on veut faire du filtrage linéaire, que ce soit en basse fréquence, à haute fréquence, d'ordre 2 ou d'ordre 3 ou d'ordre 1. Ça dépendamment de ce qu'on veut faire. Et puis ici même, on peut montrer déjà que là, ça laisse passer les hautes fréquences et ça atténue les basses fréquences. Ça, c'est pour ce qui est de l'amplitude. Et pour ce qui est de la phase, ça laisse justement aussi passer les hautes fréquences et ça atténue peu à peu les basses fréquences. Donc, en fait, là, on a affaire à un filtre basse haut du premier ordre. Mais en fait, c'est ce qu'on va voir à peu près dans les vidéos qui vont suivre. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que vous avez eu un peu de réponse à vos questions. Si tant est qu'il y a une question, vous savez où la poser, c'est dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine.